Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ecotrophelia. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, donc on recommence la saison des podcasts. On est parti pour cette nouvelle édition 2026 qui sera cette année à La Rochelle. Et avant de se tourner vers La Rochelle, on va revenir un petit peu sur l'édition 2025. Avec Viken, là aujourd'hui je reçois donc l'équipe Encore Mieux qui a été l'équipe gagnante de l'Ecotrophelia Or 2025 avec Aude Chevalier et Pauline Rondeau. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez d'abord avant de commencer vous présenter, nous présenter votre équipe, votre projet? Eh ben oui, tout à fait. Merci pour cette petite introduction. Donc moi, je m'appelle Aude Chevalier. Je suis donc tout fraîchement diplômée de l'ISARA Lyon. Donc c'est une école d'ingénieurs spécialisée en agronomie et agroalimentaire. Durant ma formation, moi, je me suis spécialisée dans l'innovation de produits alimentaires durables. Et moi, c'est Pauline Rondeau, donc également diplômée de l'ISARA dans la même spécialisation. Et du coup, avec Aude, on était les deux chefs de projet de l'équipe Encore Mieux, composée de 12 personnes. Et comme vous l'avez dit, donc on a participé au concours Ecotrophelia France et on a gagné du coup deux prix, dont la première place qui nous a permis de participer au concours Ecotrophelia Europe en octobre, où on a terminé sur le podium européen avec une jolie deuxième place. Donc, on est assez fiers. Ouais. On est très fiers de votre parcours et vous avez bien représenté Ecotrophelia France à l'Europe. Encore mieux, c'est quoi? En quelques phrases, nous, notre projet donc, s'appelle Encore mieux. Et en fait, on a créé donc les premières pâtes fraîches farcies anti-gaspi, conçues à partir de coproduits. C'est-à-dire, on revalorise des rebuts de baguettes précuites, gaspillées, qu'on retransforme en farine de pain pour les intégrer dans la pâte de nos pâtes. Et ensuite, on récupère donc les fans de carottes qui sont habituellement laissés sur les champs par les producteurs pour les transformer en un délicieux pesto de fans de carottes accompagné donc de trois fromages. Donc, on a du Parmigiano Reggiano AOP, de la mozzarella, de la ricotta. Donc, voilà, donc on a fait un plat anti-gaspi. Quand vous dites les baguettes pré-cuites, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Donc, en fait, c'est toutes les baguettes qui n'ont pas la bonne forme, qui n'ont pas le bon poids, la mauvaise cuisson. Et donc, on a estimé qu'il y avait 325 000 tonnes de ces baguettes qui partaient à la méthanisation. Donc, parce qu'en fait, elles sont impropres à la consommation humaine et animale, parce qu'elles sont pré-cuites. Et du coup, les industriels, pour les donner à des animaux ou à des associations d'aide alimentaire, ils devraient prouver que ces personnes-là vont faire recuire les baguettes avant de les consommer. Et c'est un peu compliqué actuellement avec la réglementation. Donc, ils préfèrent les mettre directement à la méthanisation. Et donc, nous, on les récupère et on a tout un processus qui vient finir de les cuire, de les sécher pour les transformer en farine et du coup les revaloriser. D'accord. Ah oui, c'est ces baguettes qu'on trouve sous plastique là dans les supermarchés pour terminer la cuisson à la maison, c'est ça? Ça peut, et après, il y a aussi en B2B, où du coup, les industriels vont les vendre aux grandes surfaces notamment, et eux, après, les recuisent une fois sur place. D'accord. Et vous êtes déjà en contact avec des industriels dans le domaine? Oui, on travaille avec deux industriels. Le premier avec qui on a travaillé, c'était Bionatis, qui est situé à côté de Lyon. Et on travaille aussi avec Maison Salès. Et aussi, on travaille avec un maltivore qui permet de transformer ses baguettes en farine. Comment vous avez eu cette idée, l'idée de ce projet, comment ça vous est venu? Bah, premièrement, au début, on était vraiment 12 autour de la table devant une feuille blanche et on s'est dit qu'est-ce qui nous rassemble, enfin, quel est le sujet sur lequel on veut innover. Et donc là, la première idée, enfin, c'était la lutte contre le gaspillage. Et suite à ça, enfin, suite au fait qu'on ait trouvé un sujet qui nous rassemble, on a fait une matrice pour citer tous les produits gaspillés en France. Et on s'est intéressé du coup aux deux plus gros gisements qui n'étaient encore pas revalorisés par d'autres secteurs. Et c'est là qu'on a trouvé du coup les baguettes pré-cuites et les fans de carottes. Ah oui, c'est vraiment les deux plus gros gisements de coproduits non valorisés aujourd'hui, c'est ces deux-là? Bah, le premier, c'est plutôt enfin, c'est les céréales, la catégorie. Mais du coup, le pain rentre dans les céréales. Et la deuxième catégorie de produits les plus gaspillés, c'est les fruits et légumes.
Et du coup, les fans de carottes rentrent aussi dans cette catégorie. D'accord. Et ensuite, l'objectif, c'était vraiment de maximiser vraiment notre impact sur le gaspillage alimentaire. Du coup, une fois qu'on a trouvé ces 2 gros gisements, on a cherché un produit à forte consommation qui était ultra quotidien chez les Français, et dans l'objectif vraiment de rendre l'anti-gaspi accessible à tous. Et du coup, c'est pour cela qu'on est parti sur les pâtes, parce que du coup, tout le monde en consomme, et plus précisément les pâtes fraîches farcies. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé les fanetti, donc les pâtes fraîches farcies à base de farine de pain et de pesto de fans de carottes. Et comme on voulait également faire encore mieux, le petit jeu de mots, on a également travaillé sur le volet plus social pour donner une meilleure rémunération aux producteurs en créant une nouvelle filière d'approvisionnement durable. En fait, on va racheter les fans de carottes aux producteurs qui, en fait, eux, le laissent sur le champ et qui leur apportent aucun revenu supplémentaire. Du coup, voilà, nous, on a monté toute cette filière d'approvisionnement donc en collaborant avec tous ces producteurs de carottes. Et au final, on voulait prouver qu'il était possible d'allier plaisir et opportunité d'agir en transformant du coup des ingrédients gaspillés en un produit gourmand et éco-responsable. Ouais, Aude, vous avez dit tout à l'heure que votre pesto était délicieux, c'est ça? C'est le mot que vous avez utilisé. Ouais, c'est comme ça que qu'on le met en avant. Non, on a vraiment voulu essayer de créer une recette qui était gourmande. Du coup, c'est pour ça qu'on a transformé les fans en un pesto, donc on rajoute pas mal de fromage. Et du coup, c'est ce qui rend vraiment ces pâtes très fondantes en bouche et assez très gourmandes. Et ça a quel goût, la fan de carottes? Euh, Ça peut être assez amer selon les recettes avec lesquelles on travaille. Nous, du coup, c'était un peu notre objectif de faire aimer la fan de carottes au plus grand nombre. Et du coup, là, ça ressemble, c'est assez proche au pesto qu'on connaît, le pesto de basilic. Euh, voilà. Ça a été quoi les grandes étapes du coup pour arriver de l'idée jusqu'au projet finalisé, prêt à présenter au concours? Il y a eu énormément d'étapes assez marquantes dans la conception de notre projet. C'était un projet qui a été assez long, qui a duré 18 mois. 18 mois. Euh, ouais, donc, et Et vous étiez chacune 12 dès le départ? on était 12 dès le départ. On a commencé à 12, on a terminé à 12. C'est vrai que chacune des étapes, ça a été un petit challenge en soi. Là, dans les étapes marquantes, ce qui nous vient en tête, c'est d'abord toutes les journées qu'on a passées dans la halle technologique de Visara. Vraiment, on a passé des heures à tester, à ajuster, à reformuler notre recette dans le but de créer du coup des pâtes qui soient gourmandes, mais qui soient tout autant industrialisables. Ensuite, comme autre étape, on a eu les premières analyses sensorielles et les tests consommateurs. Quand on a fait goûter pour la première fois notre produit à nos consos, à un vrai public, et qu'on a eu plein de retours positifs. Et vous aviez dit 18 mois de préparation. 18 mois, c'est donc au moins 2 années scolaires. Donc ça veut dire que vous avez songé à Ecotrophelia dès l'année précédente? Ou le projet était dans un premier temps pensé dans un autre domaine qu'Ecotrophelia? On commence à y réfléchir dès la troisième année parce qu'on doit réfléchir au moment où on part en Erasmus. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on choisit si on fait Cotrophélia ou pas. Et là, 3 4 mois plus tard, vous en tirez quel bilan? Quelques mois plus tard, avec donc un peu de recul, on se rend compte à quel point cette expérience, elle nous a fait grandir. On a tellement appris d'un point de vue personnel, parce qu'en plus, à 12 personnes, on était forcément différents et du coup, on a beaucoup appris de chacun. Enfin, je sais que moi, je repars avec un petit bout de chacun dans mon cœur et voilà, c'est une expérience qui nous a marqué à vie. Et aussi, on a pris confiance en nous, on a, on a beaucoup pris la parole en public, on a appris à gérer notre stress. Et professionnellement, ça nous a ouvert énormément de portes, des contacts, une vraie crédibilité. Ça nous a fait sortir de notre zone de confort. Enfin voilà, ça nous a tellement appris d'un point de vue personnel et professionnel que si demain on nous demandait de recommencer l'expérience, on dirait oui tout de suite. Et votre expérience du concours européen, alors ça s'est passé comment? Donc, c'était vraiment incroyable de représenter la France à Cologne. C'était même un honneur. Du coup, là, c'était lors du salon Hanouga. Donc, c'est l'un des plus grands salons du monde pour l'alimentation. Et vraiment de défendre notre projet à cette échelle européenne face à des jurys très professionnels. C'était à la fois une immense fierté,
mais aussi une belle pression parce que on savait que là, c'était le haut du panier, que tout le monde avait déjà gagné la première place dans son pays et qu'il fallait être vraiment au top pour représenter notre pays, puis pour représenter tout le travail qu'on avait construit en équipe pendant plusieurs mois. C'est vrai que ça nous a tous beaucoup marqué. On a pu rencontrer plein d'étudiants venus de toute l'Europe. Ce qui était assez intéressant, c'était donc que tout le monde avait cet axe d'éco-conception et d'éco-responsabilité. Donc c'était intéressant de voir comment chacun l'approchait différemment. Et cette année aussi, on a trouvé qu'il y avait pas mal de projets sur les coproduits. Enfin, qu'on n'était pas les seuls à avoir innové sur ce point-là. Est-ce que vous avez senti une différence d'approche entre le jury international et européen et le jury national? Moi, je dirais que dans les questions qu'on a eues, suite à nos présentations, c'était pas les mêmes enjeux dans le sens où, pour la France, on est très conscient de notre production de baguettes. Les fans de carottes, c'est quand même quelque chose qu'on connaît tous. Et là, on sentait que, pour l'Europe, on voyait que les baguettes, c'était des gisements qui étaient moins communs et du coup, on devait, vraiment appuyer le fait que et leur expliquer, qu'est-ce qu'étaient les rebuts de baguettes pré-cuites industrielles. C'est vrai que c'était difficile pour nous de vraiment être clairs sur cet enjeu-là. La question suivante, c'est quelle sera la suite pour vous avec le projet? Du coup, on est 3 à vouloir poursuivre, le projet parce que, le feedback des experts qu'on a eu donc à la France ou à l'Europe, ils ont été super encourageants. Donc c'est vrai que ça nous a donné confiance, et envie, de transformer, cette idée en une vraie histoire entrepreneuriale. Dès janvier 2026, on se lance dans un incubateur de start-up et notre premier objectif, ça sera vraiment, de travailler la R&D. On veut développer, notre gamme, donc avec, 4 recettes et aussi il va falloir travailler dur pour intégrer, la GMS, donc les grandes et moyennes surfaces et voilà et on espère qu'un jour, vous retrouverez, nos Fanetti, dans votre supermarché. Ça pourrait arriver d'ici combien de temps si tout se passe bien? Ah si on est optimiste, je dirais, 2 ans. D'accord. Et comment s'est constitué ce groupe de trois? Il y avait une personne, donc Adrien, qui nous a dit de toute façon dès le départ, que lui, il faisait Ecotrophelia pour ça, pour créer l'entreprise. Donc Ah dans d'accord. sa tête, c'était très clair et ensuite, il y a eu Aurélien et moi qui lui ont dit que, on était motivés à partager cette expérience avec Et lui. vous sentez que ce label gagnant Ecotrophelia, ça va vous aider? Je pense que oui, c'est sûr. Ecotrophelia, c'est un vrai tremplin. Enfin, ça nous a permis d'avoir plein de contacts. Là, à l'Europe, c'est pareil. On a eu des contacts qui nous ont dit qu'ils allaient nous aider à nous lancer sur le marché. Donc, oui, c'est sûr. Enfin, sans Ecotrophelia, je pense qu'on n'aurait jamais passé le pas. Et est-ce que les retours qu'on vous a donnés aussi vous ont alerté peut-être sur des choses qu'il allait falloir améliorer? Ils nous ont surtout alertés sur la difficulté à rentrer en GMS, surtout que nous, on a présenté une seule recette et pour intégrer en général la grande distribution, il faut arriver avec une gamme. Donc on a aussi des gnocchis, d'autres recettes à base de fans de betterave, etc. Et après, sécuriser nos approvisionnements. Les fans de carottes, en fonction des saisons, elles n'ont pas le même goût. Donc il va falloir standardiser tout ça. Après, notre process du pain, je pense qu'il est assez bien ficelé. Et Aude, vous continuez pas du coup? Moi, je pense que c'est pas le moment pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat juste à la sortie d'études. Par contre, c'est sûr que je vais suivre le projet encore mieux de manière très méticuleuse. Et vraiment, ils le savent, mais s'ils ont besoin d'un coup de main, ce sera avec plaisir que je les aiderai. Et puis, qui sait, dans quelques années, il va peut-être falloir que je fasse un entretien d'embauche pour réintégrer encore mieux. Si on prend un peu de recul, quel est vous votre point de vue sur cette idée qu'il faut innover dans l'alimentation, qu'il faut faire de l'éco-conception? Innover dans l'alimentation, c'est bien plus que créer un simple produit. C'est vraiment une manière de réinventer notre façon de produire, notre façon de consommer et également de revaloriser ce qu'on a déjà comme ressources. C'est de défendre une alimentation qui se veut plus responsable, plus juste, plus durable. Et personnellement, je trouve que c'est aussi une forme d'engagement. Quand on innove dans l'alimentaire, on agit à notre échelle pour pouvoir construire un système alimentaire de demain. Et du coup, c'est une façon de défendre notre vision d'une alimentation qui a du sens, qui respecte nos ressources, qui respecte
notre planète et qui respecte aussi ceux qui la cultivent. Quelle est pour vous la difficulté justement de se positionner sur ce créneau des produits anti-gaspi? Quand on voit anti-gaspi, déjà, on se demande un peu ce que c'est. Et puis, peut-être que certains consommateurs se disent aussi, bah, que c'est censé être moins cher et donc c'est pour ça que nous, on a voulu, se situer en milieu de marché, pour déjà répondre à cette question. Oui, vraiment, notre objectif, c'était de faire une alternative à ce qui existe déjà, sans changer les habitudes des consommateurs. Donc là, vraiment, on leur propose des pâtes fraîches farcies comme ils les connaissent et comme ils les achètent déjà dans les rayons. Et donc, on leur propose cette alternative et eux, en achetant notre paquet de pâtes, ils font en plus, enfin, ils ont un impact positif sur notre environnement. Et du coup, c'était vraiment notre parti pris de faire un produit qui est très similaire à ce qui existe déjà, avec l'impact contre la lutte contre le gaspillage en plus. Et est-ce que votre parti pris en termes de marketing sera aussi de mettre en avant la partie le caractère anti-gaspi du produit? Sur, le devant de notre packaging, on met en avant, qu'on a 32 d'ingrédients, revalorisés. Donc vous utilisez plutôt la terminologie revalorisée que anti-gaspi. Oui, parce qu'il y a des labels anti-gaspi qui vont arriver, mais pour l'instant, le gouvernement est encore en train de travailler dessus. Donc il y a pas vraiment de label anti-gaspi, qu'on peut mettre aujourd'hui, sur notre packaging. Et je vois de plus en plus des magasins qui s'affichent comme étant des magasins anti-gaspi, en tout cas à Paris. Est-ce que c'est un peu le genre de GMS vers lesquels vous auriez envie de vous tourner ou vous avez plutôt envie d'être dans un marché plus généraliste? Non, notre objectif, ce serait d'abord d'être dans les GMS, donc dans les grandes et moyennes surfaces, toujours dans notre objectif d'avoir le plus fort impact en fait sur le gaspillage alimentaire. Après, pourquoi pas aller dans des magasins déjà spécialisés. Mais là, on sait que du coup, c'est quand même plus limité en termes de consommateurs. Et donc là, vraiment pour le concours, on voulait donc être dans les GMS Mm. pour vraiment maximiser notre impact et toucher un maximum de personnes. Pour finir, peut-être une dernière question. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiantes et aux étudiants qui sont en train de se préparer pour la nouvelle édition 2026 d'Ecotrophelia? Pour ma part, mon principal conseil, ça serait, bah, croyez en votre projet, en vous, en votre équipe, parce que vous avez déjà tellement travaillé, vous avez passé des heures à développer votre idée. Donc, une fois sur place, bah, c'est le moment de montrer au jury enfin, tout le potentiel de votre projet. Je pense aussi que c'est une expérience, il faut profiter à fond du moment parce que c'est quelque chose qu'on vit qu'une seule fois dans sa vie. Donc faut s'amuser. Faut pas y aller avec, une pression parce qu'au final quand on va au concours, on a déjà tout gagné parce qu'on a déjà tellement appris, les mois précédant le concours. Donc en fait, en juin finalement, c'est l'aboutissement, c'est le moment de s'amuser et aussi d'écouter, tous les conseils qu'on nous donne, les retours des jurys, des coachs, des autres équipes, parce que c'est précieux pour la suite, autant pour le projet que pour soi finalement. Et moi, je suis totalement alignée avec ce que dit Pauline. Et peut-être pour ajouter, vraiment les 3 jours du concours, le concours il passe très très vite. Et c'est vrai que plus on arrive au concours en étant préparé, le plus on pourra profiter pleinement de l'expérience. Et c'est vrai que c'est une expérience qu'on vit qu'une seule fois dans notre vie. Et vraiment, c'est le moment de s'amuser, de créer des souvenirs, d'échanger avec tous ceux qui sont présents au concours. C'est une expérience qui est unique, qui est intense et qu'on garde en souvenir vraiment toute sa vie. Donc vraiment, arrivez préparé au concours, mais une fois sur place, amusez-vous et profitez pleinement d'expérience. Eh ben, merci beaucoup. Bah, merci à Merci. vous pour Merci à l'invitation. vous.